Un jeune milliardaire découvre une fillette affamée aux portes de son manoir. Elle le regarde et dit « Désolé, papa, je suis en retard ». Ce qu'il découvre ensuite change sa vie à jamais. La pluie martelait les hautes fenêtres cintrées du manoir des Chênes, en Normandie, avec une fureur obstinée, comme si elle tentait de s'introduire par la force dans la forteresse de pierre et d'opulence. Léo Dubois ne s'en souciait guère. Au contraire, le son incessant de la tempête, ce grondement sourd et ce crépitement rythmé, l'aidait même à se concentrer sur les chiffres qui dansaient et défilaient sur l'écran panoramique de son ordinateur. Des tableurs complexes, des graphiques boursiers aux courbes vertigineuses et des projections financières s'étalant sur la prochaine décennie. Son univers tout entier se résumait à ces données froides, à des chiffres précis et des pourcentages impitoyables. Il était près de 22 heures, un vendredi soir, et le bureau du rez-de-chaussée, avec ses murs lambrissés de chêne sombre et sa bibliothèque remplie de livres aux reliures de cuir qu'il n'avait jamais ouverts, restait la seule pièce éclairée de l'immense demeure. Le personnel s'était déjà retiré dans ses quartiers ou était rentré chez lui, laissant le manoir dans un silence presque total, seulement troublé par les assauts du vent et de la pluie. Léo préférait qu'il en soit ainsi. Le silence était son plus fidèle allié, le partenaire de ses longues nuits de travail. Un éclair déchira le ciel d'un trait de lumière aveuglante, illuminant brièvement le jardin immaculé à travers les portes-fenêtres, révélant des parterres de roses parfaitement taillées et une pelouse d'un vert surnaturel. Le tonnerre qui suivit, un rugissement profond et caverneux, fit légèrement trembler la bâtisse séculaire. Encore une heure et j'aurai terminé, murmura-t-il pour lui-même, ajustant ses lunettes de lecture au design minimaliste sur l'arête de son nez. Léo Dubois était le genre d'homme que beaucoup qualifiaient de brillant, de visionnaire. À 38 ans, il dirigeait l'une des plus grandes entreprises technologiques du pays, un empire qu'il avait en partie hérité mais surtout considérablement développé par sa propre intelligence et son acharnement. Argent, pouvoir, respect. Il possédait tout ce que le monde valorisait. Pourtant, il vivait seul dans un manoir bien trop vaste pour une seule personne, un labyrinthe de pièces silencieuses et de couloirs vides. Son calendrier social se résumait essentiellement à une succession de réunions d'affaires et de dîners d'entreprise où les sourires étaient aussi calculés que les cours de la bourse. Il s'apprêtait à examiner le dernier rapport de la soirée, un document dense sur les parts de marché en Asie, lorsqu'un coup frappé à la lourde porte d'entrée en chêne l'interrompit. Le son semblait fragile, presque dérisoire face au rugissement de la tempête, mais il était néanmoins audible, distinct, insistant. Léo fronça les sourcils, une expression d'agacement plissant son front. 22 heures passées, en plein milieu d'un orage. Qui pouvait bien frapper à sa porte à une heure pareille? Il hésita un long moment, espérant que le bruit ne se répète pas. Le téléphone de l'interphone n'avait pas sonné, ce qui signifiait que quelqu'un avait réussi à franchir le portail principal sans s'annoncer, une faille de sécurité qui le contraria profondément. Peut-être s'agissait-il d'une urgence concernant un membre du personnel. On frappa de nouveau, avec plus d'insistance cette fois, 3 coups nets et pressants. Avec un soupir d'irritation, Léo se leva de son fauteuil en cuir et traversa le hall d'entrée aux dimensions cathédralesques, ses pas résonnant sur le sol en marbre poli comme un miroir. Il n'attendait personne et détestait les surprises, ces variables imprévues qui perturbaient l'ordre méticuleux de son existence. Il alluma la lumière extérieure, inondant le perron d'une lueur crue, et ouvrit la porte, préparant déjà une expression d'impatience. Ce qu'il vit le laissa momentanément sans voix. Une fillette d'environ 5 ans se tenait devant lui, trempée jusqu'aux os, ses cheveux bruns collés à son visage pâle et elle serrait contre sa poitrine un sac à dos tout aussi détrempé d'où dépassait la tête d'un ours en peluche. Elle frissonnait visiblement, le regardant avec de grands yeux marrons qui, malgré son épuisement évident, brillaient d'une étrange détermination. « Je peux vous aider ?» demanda Léo, complètement déconcerté par la présence de cet enfant non accompagné au milieu de la nuit et de la tempête. La fillette déglutit difficilement, toujours tremblante. Puis elle prononça des mots qui firent vaciller le sol sous les pieds de Léo. « Vous êtes Léo Dubois, n'est-ce pas ?» Sa voix était fluette mais claire. « Je m'appelle Manon. » Elle marqua une pause, comme pour rassembler son courage. « Vous êtes mon papa. » Léo eut l'impression que quelqu'un venait de lui donner un coup de poing dans l'estomac. Son premier réflexe fut de claquer la porte et de prétendre que cela n'arrivait pas. Une erreur, une mauvaise blague, peut-être une sorte d'arnaque complexe. « Je pense que vous vous trompez, » répondit-il froidement. Mais il ne pouvait pas fermer la porte. La fillette, Manon, paraissait si fragile sous la pluie battante. « Maman a dit que vous ne vous souviendriez pas de moi,
poursuivit-elle, sa voix fluette mais ferme. Elle a dit que si quelque chose lui arrivait, je devais venir vous trouver. Léo tenait toujours la poignée de porte, partagée entre la méfiance et un sentiment étrange qui l'empêchait d'ignorer purement et simplement la situation. « Où est votre mère » demanda-t-il en essayant de rester prudent. Manon baissa les yeux pour la première fois. « Je ne sais pas. On était ensemble au supermarché local près du gîte et puis il y a eu beaucoup de monde et je l'ai perdue. J'ai attendu, elle n'est pas revenue. Maman a toujours dit que si on se perdait et que je ne la retrouvais pas, je devais venir ici. » Un autre coup de tonnerre secoua le ciel, faisant sursauter la fillette. Léo regarda au-delà d'elle la tempête qui semblait s'intensifier de minute en minute. Il ne pouvait pas simplement la renvoyer, même si son histoire semblait inventée. Aucun enfant ne devrait être seul une nuit pareille. « Comment êtes-vous arrivé jusqu'ici » demanda Léo, sans encore ouvrir complètement la porte. « En taxi » répondit Manon. « Maman m'a appris votre adresse. Elle a dit que je devais la mémoriser au cas où. » Elle fouilla dans la poche de sa veste trempée et en sortit quelques billets froissés et humides. « J'ai utilisé l'argent d'urgence. » Léo hésita un instant de plus. Une partie de lui, la partie froide et rationnelle qui l'avait propulsé au sommet du monde des affaires, lui disait que c'était une sorte de piège, qu'il devait appeler la police immédiatement, qu'il ne devait pas s'impliquer. Mais une autre partie, une qui se manifestait rarement, ne pouvait pas laisser cet enfant grelotter sous la pluie. « Entrez » dit-il finalement, sa propre voix lui paraissant lointaine. « Nous allons éclaircir tout ça. » Manon fit un petit pas hésitant dans le vestibule, laissant une flaque d'eau sur le sol en marbre. Elle paraissait encore plus petite sous le lustre étincelant. « Quel est le nom complet de votre mère » demanda Léo en refermant la porte derrière elle. « Chloé Mercier » répondit promptement Manon. Léo fronça les sourcils. Ce nom ne lui disait absolument rien. Il était certain de n'avoir jamais été avec quelqu'un du nom de Chloé Mercier. Du moins, il ne parvenait pas à se souvenir d'une telle personne. Manon éternua, ramenant Léo au moment présent. Quelle que soit la vérité, la fillette avait besoin de vêtements secs et de quelque chose de chaud à manger. « Montons à l'étage, » dit-il, sa voix toujours distante. « Vous devez vous sécher avant que nous n'attrapions froid tous les deux. » Manon hocha la tête, le suivant dans le grand escalier menant au premier étage. Ses empreintes mouillées laissaient une trace sur le tapis et Léo essaya de ne pas penser à ce que sa gouvernante, Isabelle Martin, dirait le lendemain matin. Le manoir des Chênes comptait 5 suites d'invités, toutes parfaitement entretenues mais rarement utilisées. Léo conduisit Manon dans la plus petite, alluma les lumières et ouvrit le placard intégré. « Je n'ai pas de vêtements d'enfant, évidemment, » dit-il en sortant un simple t-shirt blanc. « Ça devra faire office de chemise de nuit pour l'instant. La salle de bain est là-bas. Prenez un bain chaud et séchez-vous bien. » Manon prit le t-shirt avec précaution, comme s'il s'agissait d'un objet précieux. « Merci » murmura-t-elle si bas que Léo faillit ne pas l'entendre. « Je vais vous préparer quelque chose à manger, » dit-il en se dirigeant vers la porte. « Je serai en bas quand vous aurez fini. » En descendant, Léo sortit son téléphone de sa poche et envisagea d'appeler la police sur le champ. Un enfant abandonné était une chose, mais un enfant qui prétendait être sa fille en était une autre. Pas lui. Mais quelque chose le taraudait. Chloé Mercier. Il tenta à nouveau d'associer ce nom à un visage, à un souvenir. Rien. Pourtant, l'affirmation de Manon, selon laquelle il était son père, exigeait une réponse plus ferme que de simplement la renvoyer. Si c'était vrai, et il en doutait sérieusement, cela créerait des complications inimaginables pour sa vie soigneusement contrôlée. Si c'était faux, il devait comprendre pourquoi. Dans la cuisine, il rassembla quelques ingrédients pour préparer une tartine et faire chauffer une soupe instantanée. Ce n'était pas grand-chose, mais ça réchaufferait la fillette. Pendant que l'eau bouillait, Léo se surprit à fixer la fenêtre, ne voyant que le reflet de son propre visage tendu. 15 minutes plus tard, Manon apparut à la porte de la cuisine. Le t-shirt blanc lui descendait jusqu'aux genoux et ses cheveux encore humides étaient plus foncés que Léo ne l'avait d'abord remarqué. Elle semblait moins effrayée maintenant, mais toujours vulnérable d'une manière qui le mettait mal à l'aise. « Asseyez-vous » indiqua-t-il, désignant l'un des hauts tabourets près du comptoir. Manon obéit, grimpant avec une certaine difficulté. Ses pieds nus se balançaient, trop courts pour atteindre le repose-pied.
Léo plaça la tartine et la soupe devant elle. Comment saviez-vous où me trouver? Demanda-t-il tandis qu'elle commençait à manger avec une faim évidente. Entre deux bouchées, Manon répondit, Maman a toujours su où vous habitiez. Elle a dit que c'était important que je le sache au cas où j'aurais besoin de vous. Et pourquoi auriez-vous besoin de moi? Insista Léo, l'observant attentivement. Manon haussa les épaules, se concentrant sur sa nourriture. Parce que vous êtes mon papa. C'est ce que maman a dit. Léo prit une inspiration profonde, essayant de rester calme. Manon, je ne connais pas votre mère. Je pense qu'il y a un malentendu. La fillette leva les yeux de son assiette. Elle a dit que vous diriez ça. Et qu'a-t-elle dit d'autre? Demanda Léo en croisant les bras. Manon prit une cuillerée de soupe avant de répondre. Que vous ne vous souviendriez pas d'elle, que c'était il y a longtemps, mais que si elle ne pouvait pas s'occuper de moi, vous le feriez parce qu'au fond, vous êtes un homme bon. Léo se sentit étrangement mal à l'aise à cette affirmation. Un homme bon. Il y avait longtemps que personne n'avait utilisé ces mots pour le décrire. J'appellerai la police demain matin, dit-il en gardant sa voix neutre. Ils sauront comment retrouver votre mère. Manon ne protesta pas. Elle hocha simplement légèrement la tête en continuant à manger. Elle semblait épuisée. Où habitez-vous, vous et votre mère? Tenta de nouveau Léo. On déménage beaucoup, répondit vaguement Manon. On était dans un gîte près d'ici cette semaine. Et avant ça, un village en Provence. Et avant ça, la région du Perche. Léo réalisa qu'il n'irait nulle part avec cet interrogatoire. La fillette était clairement trop fatiguée pour une conversation cohérente. J'ai fini, dit-elle en repoussant son assiette vide. Merci pour le repas. Léo emporta la vaisselle à l'évier. Venez, je vous ramène à la chambre d'amis. On réglera tout ça demain. Sur le chemin du retour, Léo remarqua comment Manon regardait avec curiosité les tableaux sur les murs, les sculptures dans les niches, la taille même des pièces. Il semblait qu'elle mémorisait chaque détail. Nous y voilà, dit-il en ouvrant la porte de la chambre d'amis. Tout ce dont vous avez besoin est dans la salle de bain. Si vous avez besoin de quoi que ce soit durant la nuit, ma chambre est la dernière au bout du couloir à droite. Manon grimpa sur le lit, bien trop grand pour elle, et s'installa parmi les oreillers. Maman va me retrouver? Demanda-t-elle, montrant le premier vrai signe de vulnérabilité que Léo avait vu depuis son arrivée. Nous la retrouverons, répondit-il sans trop promettre. Reposez-vous maintenant. Il était sur le point de partir lorsque la petite voix de Manon l'arrêta. Elle a aussi dit que vous aviez oublié qui vous étiez vraiment. Léo s'arrêta sans se retourner. Mais elle a dit que vous aviez oublié qui vous étiez vraiment, ajouta Manon, presque dans un murmure. Un frisson inexplicable parcourut l'échine de Léo. Il se tourna pour répondre, mais Manon était déjà installée parmi les oreillers, les yeux fermés. Il éteignit la lumière, ne laissant que la lampe de chevet allumée, et ferma doucement la porte. Dans le couloir, il s'appuya un instant contre le mur, soudainement essoufflé. Oublier qui il était vraiment. Ces mots résonnaient alors qu'il retournait à son bureau. La pluie continuait de s'abattre sans pitié à l'extérieur, mais maintenant il y avait quelque chose de plus troublant que la tempête. Sa certitude absolue de n'avoir jamais rencontré quelqu'un du nom de Chloé Mercier commençait à s'estomper, remplacée par une agitation qu'il ne pouvait nommer. Il se rassit à son bureau, mais les rapports n'avaient plus d'importance. Il ouvrit une nouvelle fenêtre de navigateur et tapa le nom qui ne voulait pas le quitter. Chloé Mercier. La recherche ne faisait que commencer, tout comme la nuit la plus étrange de sa vie. À l'étage, endormie dans la chambre d'amis, la petite fille qui prétendait être sa fille avait apporté bien plus qu'un sac à dos trempé. Elle avait apporté des questions auxquelles Léo n'était plus sûr de vouloir des réponses. 3 jours s'étaient écoulés depuis l'arrivée de Manon. Léo maintenait une distance calculée, même après avoir découvert que le gîte mentionné par la fillette existait bel et bien et que Chloé Mercier s'y était enregistrée avec un enfant, mais avait disparu à la date exacte décrite par Manon. La police avait ouvert une enquête sur la disparition, mais jusqu'à présent, rien de concret n'avait émergé. Manon restait au manoir des Chênes, s'installant chaque jour un peu plus confortablement dans un espace qui n'était pas vraiment le sien. Nous devons éclaircir cette affaire une bonne fois pour toutes, dit Léo à son avocate, Christine Leroy, assise en face de lui dans son bureau. Je veux un test ADN dès que possible.
Christine ajusta ses lunettes rectangulaires, analysant la situation avec le détachement froid que Léo appréciait dans ses services. « Je peux l'organiser pour plus tard dans la journée, » répondit-elle. « J'appellerai un laboratoire prioritaire. Nous aurons des résultats préliminaires dans 48 heures. » Parfait. Léo tapota des doigts sur le bureau. « Et pour la garde temporaire, techniquement, vous exercez une certaine autorité. Si le test confirme la paternité, vous deviendrez son tuteur légal. Sinon. » Christine marqua une pause. « Alors, nous découvrirons qui est vraiment derrière tout ça et ce qu'ils veulent, » dit Léo sans chercher à cacher la dureté dans sa voix. Quand Christine partit, Léo monta à l'étage dans la chambre où se trouvait Manon. Il la trouva assise sur le lit, en train de dessiner dans un carnet que la gouvernante lui avait fourni. « Manon. » Sa voix fit lever les yeux de la fillette. « Nous devons faire un test. » « Quel genre de test ?» Elle semblait sincèrement curieuse, sans la moindre trace d'inquiétude. « Un test ADN. » « Sais-tu ce que c'est ?» Manon hocha la tête. « C'est quand on vérifie si deux personnes sont de la même famille. Comme un père et sa fille. » Elle sourit légèrement. « Maman a expliqué que vous pourriez vouloir ça un jour. » L'assurance de l'enfant l'irritait. C'était comme si Chloé Mercier avait préparé Manon à chaque étape de cette rencontre, à chaque réaction qu'il pourrait avoir. « Tu n'as pas peur ?» demanda Léo en l'observant attentivement. « Non. » Manon retourna à son dessin. « Je sais que vous êtes mon papa. » Léo sentit un mélange de frustration et d'un trouble qu'il ne pouvait nommer. Pourquoi cette fillette était-elle si certaine? Pourquoi se sentait-il si acculé? 2 heures plus tard, une infirmière d'un laboratoire recommandé par Christine arriva. Le processus fut rapide, un simple prélèvement de salive pour Léo et pour Manon. La fillette ne montra aucun signe de nervosité, tandis que Léo ne pouvait cacher son agitation. « Combien de temps avant d'avoir les résultats ?» demanda-t-il à l'infirmière. « Nous priorisons votre cas, monsieur Dubois. 48 heures, maximum. » Ces 48 heures furent les plus longues dont Léo pouvait se souvenir. Il essayait de se concentrer sur son travail, mais son esprit revenait toujours à la fillette qui dormait maintenant sous son toit, au nom qui ne quittait pas ses pensées, Chloé Mercier, et au sentiment inexplicable qu'il perdait le contrôle de sa propre histoire. Le matin du 2e jour, Léo la trouva dans la cuisine en train d'aider la gouvernante à faire des crêpes. « Bonjour », dit-elle naturellement, comme si elle vivait dans sa maison depuis des années. « On fait des crêpes aux myrtilles. Ce sont les meilleures. » Léo refusa, prenant juste sa tasse de café. Il observa l'aisance de Manon, comment elle avait déjà trouvé sa place dans une maison qui n'avait jamais vraiment été un foyer, même pour lui. Cet après-midi-là, l'appel téléphonique que Léo avait à la fois espéré et redouté arriva enfin. « Monsieur Dubois. » La voix du médecin du laboratoire était formelle à l'autre bout du fil. « Nous avons les résultats préliminaires du test de paternité. » La bouche de Léo s'assécha. « Et la probabilité de paternité est supérieure à 99,9%. Il n'y a aucun doute, la fillette est votre fille biologique. » Le monde sembla ralentir autour de Léo. Les mots résonnaient dans son esprit mais il ne les enregistrait pas pleinement. Fille biologique. 99,9% de certitude. Comment était-ce possible? Comment pouvait-il avoir une fille de 5 ans et ne pas se souvenir de sa mère? Monsieur Dubois, vous êtes là? La voix du médecin le ramena à la réalité. Oui. Merci. Envoyez-moi le rapport complet par email. Léo raccrocha et resta immobile pendant plusieurs minutes, fixant le mur de son bureau sans vraiment le voir. Lentement, il se leva et se dirigea vers le salon où Manon regardait un dessin animé. Elle sentit immédiatement sa présence, et quelque chose dans son expression dut trahir son état de choc. « Ils ont appelé, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle simplement. Léo hocha la tête, toujours à court de mots. Manon sourit, non pas triomphalement, mais avec soulagement. Je le savais. Comment? La question lui échappa, presque comme une accusation. Comment le saviez-vous si même moi je ne le savais pas? Comment puis-je avoir une fille et ne pas m'en souvenir? L'expression de Manon changea, devenant étonnamment mature pour un enfant de 5 ans. Maman a dit que vous ne vous souviendriez pas. Elle a dit que c'était compliqué.
Compliqué? Léo faillit rire, un son creux. Avoir une fille et l'oublier, c'est plus que compliqué, Manon. C'est impossible. Manon éteignit la télévision, concentrant maintenant toute son attention sur lui. Maman n'aime pas parler du passé, mais elle m'a montré des photos de vous. Elle m'a raconté des histoires. Elle a dit, peut-être qu'un jour il se souviendra. Peut-être pas. Léo s'approcha, s'asseyant à côté d'elle sur le canapé. Quelles histoires? Qu'est-ce qu'elle t'a dit d'autre? Que vous vous êtes rencontrés quand elle travaillait dans un café près de votre bureau. Que vous riez plus à l'époque. Manon parlait comme si elle récitait quelque chose de mémorisé, mais avec une émotion sincère. Elle a dit que quelque chose s'est passé qui vous a séparés et qu'après ça, vous l'avez oublié. Mais quand elle a découvert qu'elle était enceinte de moi, il était trop tard pour vous le dire. Léo essaya de forcer sa mémoire. Un café. Chloé travaillant comme serveuse. Rien de tout cela ne déclenchait le moindre souvenir. Je ne. Il s'arrêta, ne sachant comment expliquer l'inexplicable à un enfant. Je n'ai aucun souvenir, Manon. La fillette le surprit en posant sa petite main sur la sienne. Ce n'est pas grave. Maman a dit que ce n'était pas de votre faute. Cette déclaration le frappa de plein fouet. Pas de sa faute. Qu'est-ce que Chloé avait bien pu raconter à Manon? Et pourquoi maintenant, après 5 ans, avait-elle envoyé la fillette vers lui? Quand nous retrouverons ta mère, j'aurai beaucoup de questions à lui poser, dit Léo, plus pour lui-même que pour Manon. On la retrouvera, affirma Manon avec cette confiance inébranlable qui le déstabilisait. Maman a toujours dit que la vérité était importante, même quand elle fait mal. Léo se leva, ayant besoin d'espace pour tout assimiler. En 3 jours, sa vie ordonnée et prévisible s'était transformée en une énigme qu'il ne pouvait résoudre. Et le pire, le test confirmait que Manon était bien sa fille, ce qui signifiait qu'il y avait tout un chapitre de sa vie dont il ne se souvenait pas. « Est-ce que tu es mon papa maintenant ?» La question de Manon le prit au dépourvu. Léo la regarda, cet enfant assuré qui partageait ses gènes, qui avait ses yeux et qui, d'une manière inexplicable, faisait partie de lui. « Allons-y doucement, répondit-il, sa voix plus douce qu'il ne l'avait prévu. Nous avons beaucoup de choses à éclaircir d'abord. Mais la vérité révélée par le test ADN était inéluctable. Scientifiquement, biologiquement, Léo Dubois était père. Ce qu'il ne pouvait pas comprendre, c'était comment il l'était devenu et, pire, comment il l'avait oublié. Le résultat du test de paternité avait tout changé. En 24 heures, Léo avait transformé sa quête personnelle en une opération d'envergure. Le manoir des Chênes, habituellement silencieux, bourdonnait maintenant d'agents de sécurité, d'enquêteurs privés et d'avocats. Je veux toutes les images des caméras de sécurité du supermarché local où Manon a été séparée de sa mère, ordonna Léo à Nicolas Duval, le chef de la sécurité qu'il avait engagé des années auparavant pour des affaires d'entreprise délicates. Des rues adjacentes, des magasins voisins, de tout. Nicolas, un ancien militaire au calme olympien, hocha la tête. Nous les avons déjà demandés. Nous reconstituons ses mouvements dans les 48 heures précédant sa disparition. De l'autre côté de la table de conférence improvisée dans le bureau de Léo, Christine Leroy parcourait des documents. Ce qui est étrange, c'est que je ne trouve pas beaucoup de dossiers pour Chloé Mercier. Comment dire? Elle a une très faible empreinte numérique. Pas de comptes bancaires importants, peu de contrats de location récents. C'est comme si elle se cachait. Léo sentit une pointe d'angoisse dans sa nuque. Se cacher de qui ou de quoi? Nicolas ajouta, de sa voix grave, les gens qui vivent comme ça ont généralement quelque chose à fuir. Parfois des dettes, des problèmes juridiques ou... Il hésita. Ou le pressa Léo. Ou parce qu'ils ont peur de quelqu'un. Le silence qui suivit était chargé de possibilités inquiétantes. Léo ne pouvait s'empêcher de réfléchir. Si Chloé fuyait quelque chose ou quelqu'un, pourquoi avait-elle envoyé Manon spécifiquement à lui? Un léger coup à la porte interrompit ses pensées. Isabelle Martin, la gouvernante, passa la tête. Monsieur Dubois, Manon demande si elle peut déjeuner. Il est presque 14 heures. Léo jeta un coup d'œil à l'horloge, surpris. Il avait complètement perdu la notion du temps. Faites une pause, dit-il au groupe. Nous reprendrons dans 1 heure.
En montant les escaliers vers la cuisine, Léo réalisa que c'était sa nouvelle réalité. Il ne pouvait plus s'enfuir dans le travail et les réunions sans tenir compte d'une autre personne, une enfant de 5 ans, sa fille qui dépendait de lui pour les besoins les plus élémentaires. Il trouva Manon assise au comptoir de la cuisine, balançant ses jambes loin du sol pendant qu'Isabelle l'aidait à colorier un livre. « Regarde, j'ai fait un dinosaure vert !» s'exclama Manon en le voyant, brandissant fièrement le livre. « Très joli !» répondit Léo, surpris par la gentillesse de sa propre voix. « Désolé de t'avoir fait attendre. » Manon haussa les épaules et retourna à son coloriage. « Elle est très appliquée » murmura Isabelle. « Elle ne dépasse pas les lignes. » La gouvernante sourit discrètement tout en préparant des tartines. Léo remarqua comment Manon avait déjà noué une relation confortable avec elle. En quelques jours à peine, la fillette commençait à prendre racine ici, tandis que Chloé restait un mystère. « On peut manger dehors ?» demanda soudain Manon en montrant la fenêtre. « Il y a du soleil. » Léo hésita. Il déjeunait habituellement dans son bureau, quand il se souvenait de déjeuner. Le jardin n'était qu'un décor qu'il voyait à travers les fenêtres. « Pourquoi pas ?» répondit-il, se surprenant lui-même. Quelques minutes plus tard, ils étaient assis à une table sur le patio arrière, à l'ombre d'un vieux chêne. L'air était frais et pur après l'orage de la semaine précédente, comme si la nature voulait elle aussi un nouveau départ. Manon était perchée sur 2 coussins pour atteindre la table, ses jambes pendantes tandis qu'elle mangeait. « Manon » commença Léo alors qu'elle prenait des bouchées de sa tartine coupée en triangle, comme Isabelle avait appris qu'elle préférait. « Peux-tu m'en dire plus sur toi et ta maman? Comment vous viviez ?» Manon mâchait, laissant des miettes sur l'assiette. « On a habité dans beaucoup de maisons, parfois dans des hôtels aussi. Maman dit qu'on est des exploratrices. Et tu aimais ça, déménager si souvent ?» Léo essayait de garder ses questions simples. Manon hocha la tête énergiquement. « Beaucoup. Mais parfois, ça me rendait triste de quitter un endroit que j'aimais. Maman dit que c'est à cause de son travail, mais elle regarde toujours en arrière quand on part. Comme si elle avait oublié quelque chose. » Léo échangea un regard avec Nicolas qui se tenait discrètement près de la porte du patio. Le chef de la sécurité fit un léger signe de tête, indiquant qu'il enregistrait mentalement l'information. « Que fait ta maman? Quel genre de travail ?» continua Léo, gardant sa voix légère. « Elle parle à des gens sur l'ordinateur. Elle utilise des mots bizarres que je ne comprends pas. » D'autres langues? Manon hocha la tête, la bouche pleine. Elle sait parler plein de langues. Parfois, elle m'apprend des mots magiques. « Tu vas à l'école? » demanda Léo, curieux de savoir comment une femme de 35 ans en mouvement perpétuel gérait l'éducation de son enfant. « Pas encore. Maman m'apprend les lettres et les chiffres. » Manon avait l'air fière. « Je sais compter jusqu'à 100. Tu veux que je te montre? Peut-être plus tard. » Léo esquissa un petit sourire. « Est-ce qu'elle t'a déjà dit où elle irait si vous étiez séparés? » Manon secoua la tête, faisant rebondir ses cheveux. « Non. Elle a juste dit que si jamais on se perdait, je devais venir chez toi. Que tu prendrais soin de moi. » Est-ce qu'elle parlait souvent de moi avant? Est-ce qu'elle racontait des histoires? Oui. Manon s'illumina, ses yeux brillants. Elle a dit que tu buvais beaucoup de café. Du café noir. Burk. Elle fit une grimace qui, étonnamment, fit naître un petit sourire sur les lèvres de Léo. Double expresso sans sucre, murmura-t-il. C'est ça. Manon frappa dans ses mains, ravi qu'il sache. Comment tu as deviné? Léo se figea. Ce détail précis, sa préférence pour le café, déclencha un étrange déjà-vu. Il commandait en effet toujours un double expresso sans sucre. C'était une habitude de longue date. C'est juste ce que je commande toujours, répondit-il prudemment. Qu'est-ce qu'elle disait d'autre sur moi? Que tu jouais de la musique. Manon leva les mains, imitant quelqu'un au piano. Une jolie chanson avec la lune dans le nom. Clair de lune, murmura Léo, les mots lui échappant avant qu'il ne puisse les retenir. Oui. Les yeux de Manon s'écarquillèrent. Comment tu savais? Il n'avait aucune explication. Ce n'était pas un souvenir précis de Chloé,
mais c'était bien son morceau préféré à jouer des années auparavant. Le prénom Chloé. Clair de lune. Était-ce une coïncidence? Le reste du déjeuner se passa avec Manon partageant d'autres fragments de sa vie avec sa mère, entrecoupés de questions sur les animaux qu'elle voyait dans le jardin et si Léo avait des jouets dans la maison. Chaque détail ne faisait qu'épaissir le mystère, mais provoquait aussi un effet étrange sur Léo. Le nom de Chloé Mercier commençait à provoquer une vague sensation dans le fond de son esprit. Pas un souvenir concret, mais une familiarité qu'il ne parvenait pas à situer, comme un mot sur le bout de la langue qui refuse d'être prononcé. Après le déjeuner, Léo dut retourner à ses obligations professionnelles. Une visioconférence importante ne pouvait pas être reportée, même si sa vie personnelle était en plein chaos. « Manon, je dois travailler quelques heures », expliqua-t-il. « Pourquoi » demanda-t-elle immédiatement avec la curiosité directe typique de son âge. « Parce que c'est mon travail. J'ai une réunion importante. » Manon fronça les sourcils, clairement insatisfaite de sa réponse. « Mais je voulais te montrer mes autres dessins. » Léo se retrouvait en territoire inconnu. Dans son monde, le travail passait toujours en premier. « Et si on regardait tes dessins après ma réunion et qu'on dînait ensemble » proposa-t-il, surpris de sa propre flexibilité. Manon réfléchit un instant. « On peut avoir des pâtes ?» Des pâtes à la sauce tomate. C'est mon plat préféré. D'accord, accepta Léo, se surprenant une fois de plus. Des pâtes à la sauce tomate. L'après-midi s'éternisa avec des réunions et des emails. Entre deux tâches, Léo vérifiait auprès de Nicolas s'il y avait des nouvelles de Chloé. Les heures passèrent sans avancée significative. Nous avons trouvé des images d'elle sur les caméras du supermarché, rapporta Nicolas en fin de journée. Elle est entrée avec Manon à 15h47 cet après-midi-là. À 16h22, les caméras montrent Chloé, l'air agité, cherchant quelqu'un, probablement Manon, qui n'est plus avec elle. Et ensuite ? Demanda Léo, tendu. Elle quitte le magasin, l'air affolé, cherchant sa fille à l'extérieur. Puis. Nicolas hésita. Quoi ? Elle regarde quelque chose hors champ. Son expression change complètement, de l'inquiétude à la peur pure, et elle se met à courir dans la direction opposée. Un frisson parcourut Léo. Elle a vu quelqu'un. On dirait bien. Nous essayons d'accéder à d'autres caméras pour identifier ce qu'elle a vu, ou qui. Cette conversation fut interrompue par un appel téléphonique. C'était Christine. Je passe vous voir. On a quelque chose. Quelques minutes plus tard, elle entra dans le bureau, un dossier à la main. Nous avons trouvé quelque chose de concret sur Chloé Mercier. Ou plutôt, sur Chloé Dawson, Bradford, Taylor, Reynolds, et une demi-douzaine d'autres noms de famille qu'elle a utilisés au cours des 6 dernières années. Christine étala des documents sur le bureau, des copies de cartes d'identité, de permis de conduire, chacun avec une photo de la même femme mais des noms différents. Elle change d'identité tous les 8 ou 10 mois en moyenne. Nous avons réussi à retracer certains de ces déménagements. Léo examina les photos, essayant de trouver quelque chose de familier dans le visage de la femme. Chloé était séduisante d'une manière discrète. Cheveux bruns, très délicats, regard intelligent. Mais malgré ses efforts, il ne parvenait à l'associer à aucun souvenir précis. Pourquoi ferait-elle ça ? Murmura-t-il. C'est la question à $1 million, répondit Christine. Les gens qui vivent comme ça fuient généralement quelque chose de grave. Des dettes massives, des poursuites pénales, ou quelqu'un de dangereux, termina Léo. Exactement. Et voici le plus étrange. Avant de commencer cette vie de déménagement constant et de fausses identités, Chloé Mercier, son vrai nom d'après ce que nous pouvons vérifier, était professeure de linguistique à l'université. Elle a publié des articles, avait une carrière prometteuse. Puis, il y a environ 6 ans, elle a simplement disparu du milieu universitaire. 6 ans, répéta Léo. Manon en a 5. Un silence lourd remplit la pièce alors que chacun digérait la chronologie. Quoi que ce soit qui ait fait disparaître Chloé, c'est arrivé peu de temps avant la conception de Manon. Léo sentit un mal de tête poindre. Continuez à chercher, ordonna-t-il. Je veux tout sur Chloé Mercier, surtout ce qui s'est passé il y a 6 ans. En quittant le bureau,
Léo se retrouva à errer dans les couloirs du manoir sans but précis. D'une manière ou d'une autre, ses pas le menèrent à l'ancienne salle de musique, un espace qu'il ne visitait plus que rarement. Le piano à queue était là, recouvert d'une fine couche de poussière. Sur un coup de tête, Léo retira la housse et s'assit sur le banc. Ses mains planèrent au-dessus des touches, hésitantes. Il était si absorbé qu'il ne remarqua pas Manon debout à la porte jusqu'à ce qu'elle parle. C'est un piano géant. Léo faillit se lever, embarrassé d'être surpris dans un moment de vulnérabilité, mais quelque chose le retint assis. Oui, c'est un piano à queue, expliqua-t-il. Manon entra dans la pièce, les yeux écarquillés d'émerveillement. Elle paraissait minuscule à côté de l'instrument. « Tu vas jouer » demanda-t-elle. « Je ne suis pas sûr. Ça fait longtemps. Maman a dit que tu jouais de la belle musique. » Voilà encore Chloé, sachant des choses sur lui qu'elle ne devrait pas savoir, à moins qu'il n'ait vraiment partagé un passé. « Voudrais-tu que j'essaie » Léo se surprit de sa propre offre. Manon hocha la tête avec enthousiasme. Léo l'aida à grimper sur le banc à côté de lui. Il joua les premières notes de clair de lune avec hésitation. Ses doigts étaient raides, manquant de pratique, mais peu à peu, la mémoire musculaire revint. Les notes s'écoulèrent, tremblantes au début, puis avec plus d'assurance à mesure qu'il continuait. Manon regardait, totalement fascinée, la bouche légèrement ouverte. Waouh, on dirait de la musique de fée. Léo continua de jouer, se laissant envahir par la musique. À chaque note, il sentait quelque chose s'agiter en lui. Pas exactement un souvenir, mais une vieille émotion enfouie qui tentait de refaire surface. Quand il eut fini, le silence qui suivit semblait presque sacré. « Encore » demanda Manon en applaudissant. Léo sourit légèrement. « Peut-être plus tard. Et si on mangeait ces pâtes que je t'ai promises ?» Avec de la sauce tomate, lui rappela Manon, et du fromage dessus. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, Léo ne dîna pas seul dans son bureau. Au lieu de cela, il s'assit dans la cuisine avec Manon, qui insistait pour aider Isabelle à préparer le dîner. La fillette bavardait sans arrêt, racontant des histoires sur un ami imaginaire nommé Monsieur Bouton. C'était une scène domestique simple, une qui n'avait jamais eu sa place dans sa vie ordonnée et solitaire. Et étonnamment, Léo se trouva moins mal à l'aise qu'il ne l'avait imaginé. Pendant le dîner, Manon devint soudainement silencieuse. « Tu vas retrouver maman, n'est-ce pas » La question portait à la fois l'espoir et la peur. Léo réalisa que malgré son apparente capacité d'adaptation, Manon n'était encore qu'une enfant de 5 ans effrayée. « Je ferai tout ce que je peux, » répondit-il honnêtement. « Je te le promets. » Manon étudia son visage un instant. Puis, à la totale surprise de Léo, elle tendit son petit doigt. « Promis, juré » demanda-t-elle sérieusement. Léo hésita avant de crocheter son propre petit doigt avec le sien. « Promis, juré. » Manon parut satisfaite et retourna à ses pattes. Plus tard, après avoir mis Manon au lit, un processus qui comprenait 3 histoires, une vérification sous le lit pour les monstres, et la promesse de laisser la porte légèrement ouverte, Léo retourna à son bureau. Les rapports sur Chloé Mercier, ou quel que soit son vrai nom, étaient toujours éparpillés sur son bureau. Photos, documents, fragments d'une vie inexplicablement liée à la sienne. Léo prit l'une des photos, étudiant le visage de la femme. Chloé. Le nom résonnait dans son esprit, déclenchant cette même sensation étrange. Une familiarité sans souvenir, comparable à un rêve qui s'évapore au réveil. « Où es-tu » murmura-t-il à la photographie. « Et que s'est-il passé entre nous » Le manoir était silencieux autour de lui. Quelque part au-dessus, sa fille, c'était encore étrange de penser à elle de cette façon, dormait profondément. Et quelque part dehors, la femme qui connaissait ses secrets était toujours portée disparue. Demain, il reprendrait la recherche. Demain, peut-être serait-il un peu plus près de comprendre comment il avait perdu non seulement une femme, mais aussi 5 ans de la vie de sa propre fille, et peut-être une partie de lui-même. 2 semaines s'étaient écoulées depuis l'arrivée de Manon, et l'absence de Chloé devenait une présence pesante dans le manoir des Chênes. La recherche se poursuivait mais n'aboutissait à aucun résultat concret. Léo avait élargi l'équipe d'enquêteurs et offert une récompense substantielle. Pourtant, Chloé Mercier semblait s'être volatilisée. Pendant ce temps, une routine s'était installée.
Léo avait engagé une professeure particulière, Camille Petit, pour guider l'éducation de sa fille. Une nouvelle normalité émergeait, mais sans réponse aux questions qui tourmentaient Léo. Assis dans son bureau, Léo fixait l'écran de son ordinateur qui affichait un dossier qu'il avait évité pendant des jours. Christine avait réussi à obtenir l'accès à ses propres dossiers médicaux. Monsieur Dubois. Léo leva les yeux. Isabelle se tenait à la porte, hésitante. Manon est déjà endormie. Elle m'a demandé de vous dire qu'elle veut des crêpes pour le petit déjeuner demain. Léo hocha la tête. Merci, Isabelle. Il prit une profonde inspiration et reporta son attention sur le dossier à l'écran. Dossier médical, datant de 6 ans. Il parcourut les pages jusqu'à ce qu'il trouve le diagnostic principal, traumatisme crânien sévère suite à un accident de voiture. L'accident. Léo s'en souvenait vaguement. Sa voiture avait quitté la route une nuit de pluie, heurtant un arbre. Il se rappelait avoir été hospitalisé quelques semaines à l'hôpital Cochin, mais avait toujours considéré l'incident comme une simple péripétie. Il continua à lire. Le patient présente une amnésie rétrograde partielle, affectant principalement les souvenirs des 14 mois précédant l'accident. Léo sentit un frisson glacial parcourir son échine. Amnésie. Personne ne lui en avait jamais parlé. Sa famille avait-elle jugé cela sans importance? Ou l'avait-il délibérément caché? Ses yeux se posèrent sur la date de l'accident. Un calcul rapide lui confirma que cela correspondait à environ 6 mois avant la conception possible de Manon. 14 mois de souvenirs effacés. Une période qui aurait pu inclure toute sa relation avec Chloé. Les doigts tremblants, il poursuivit sa lecture. Le patient est sorti après 3 semaines d'hospitalisation avec une recommandation de suivi psychologique pour traiter l'amnésie. Pronostic de récupération de la mémoire incertain. Un autre paragraphe attira son attention. Durant son hospitalisation, le patient n'a reçu la visite que des membres de sa famille proche. Aucun autre visiteur n'a été autorisé à la demande de la famille Dubois. Léo ferma les yeux, luttant pour digérer cette nouvelle révélation. Non seulement il avait subi un accident qui avait effacé plus d'1 an de ses souvenirs, mais sa famille avait aussi apparemment contrôlé qui pouvait ou ne pouvait pas lui rendre visite. Chloé aurait pu essayer de le voir. Avait-elle été repoussée? Il attrapa son téléphone et appela Christine, malgré l'heure tardive. « J'ai besoin que vous retrouviez mon neurologue de l'époque, dit-il dès qu'elle répondit. Docteur Henri Bernard. Je veux un rendez-vous le plus tôt possible. » 2 nuits plus tard, Léo se réveilla en sursaut. Un autre rêve, le 3e depuis qu'il avait appris son amnésie. C'était toujours le même scénario. Lui, dans un lit de l'hôpital Cochin, incapable de bouger, tandis qu'une silhouette féminine lui tenait la main. Il pouvait sentir la chaleur de ses doigts entrelacés avec les siens, entendre des sanglots étouffés. Mais quand il essayait de se concentrer sur son visage, celui-ci restait flou. Il se leva, sachant qu'il ne se rendormirait pas. En passant dans le couloir, il remarqua une faible lumière provenant de la chambre de Manon. Il s'approcha prudemment. La fillette était assise dans son lit, serrant un ours en peluche. Ses yeux étaient rouges et humides. « Manon? Qu'est-ce qui ne va pas? » « J'ai fait un mauvais rêve, répondit-elle. Maman m'appelait mais je ne la trouvais pas. Léo s'assit maladroitement sur le bord du lit. Il ne savait toujours pas exactement comment réconforter un enfant. Ce n'était qu'un rêve. Tu es en sécurité maintenant. Quand est-ce qu'on va retrouver maman? Cette question, si directe, frappa Léo comme une pierre. La vérité était qu'il n'en avait aucune idée. Qu'il commençait à craindre le pire. Nous faisons tout notre possible, répondit-il. Manon l'étudia avec ses grands yeux qui semblaient voir au-delà de ses mots. Maman dit que quand on a peur, il faut être plus courageux que la peur. Léo esquissa un léger sourire. Ta mère a l'air très sage. Elle l'est, dit Manon, et forte aussi. Une fois, notre voiture est tombée en panne sur l'autoroute et elle l'a réparée toute seule. Chaque détail que Manon partageait sur Chloé brossait un tableau plus complet de la femme mystérieuse. Veux-tu que je reste jusqu'à ce que tu te rendormes? Proposa-t-il. Manon hocha la tête. Il resta à ses côtés, maladroit mais présent. Comment avait-il pu manquer les 5 premières années de la vie de sa fille? Le lendemain matin,
Léo était assis dans le cabinet du docteur Henri Bernard, un homme d'âge mûr à l'air académique. « Docteur, j'ai récemment découvert que j'ai une fille de 5 ans. » Le docteur Bernard haussa les sourcils mais son visage resta professionnel. « Je vois. Et cela est lié à votre accident ? » ?»« Apparemment, oui. » « Sa mère, Chloé Mercier. » »« Je ne me souviens pas du tout d'elle, mais tout suggère que nous avons eu une relation durant la période que je ne peux pas me rappeler à cause de l'amnésie. Pourquoi n'ai-je pas été informé que j'avais perdu plus d'1 an de ma vie ? Le docteur Bernard ajusta ses lunettes. « Monsieur Dubois, j'ai informé votre famille. C'est votre père qui a décidé de la manière de gérer la situation. Il a insisté sur le fait que tout stress supplémentaire compromettrait votre rétablissement. » « Mon père ?» répéta Léo avec amertume. Bien sûr que c'était lui. Jean Dubois, le patriarche autoritaire, n'avait jamais approuvé aucune des relations de Léo. « Vous êtes venu me voir quelques fois après votre sortie, » poursuivit le médecin. « Mais après quelques rendez-vous, vous avez décidé d'arrêter le traitement. Vous avez dit que vous vous sentiez bien et que vous préfériez aller de l'avant. » Léo fronça les sourcils. Il n'avait aucun souvenir d'avoir pris cette décision. « Maintenant, j'ai une fille, » termina Léo, « et je ne me souviens pas de sa mère. Est-il possible de récupérer ses souvenirs ? » « Des rêves, » admit Léo. « Une femme à l'hôpital qui me tient la main. Je ne vois pas son visage. »« C'est un bon signe, » dit le docteur Bernard. « Cela signifie que les souvenirs sont là, juste inaccessibles. Nous pouvons certainement essayer des thérapies pour vous aider à les récupérer. »« Ça vaut la peine d'essayer, » décida Léo. « Je dois savoir. » Au cours des 2 semaines suivantes, Léo partagea son temps entre son entreprise, Manon et les séances de thérapie. 3 fois par semaine, il rencontrait le docteur Clara Lefebvre, une psychologue spécialisée dans la récupération de la mémoire. Les séances étaient intenses et souvent frustrantes. Lors d'une séance, le docteur Lefebvre demanda à Léo d'apporter de la musique qu'il écoutait à l'époque de l'accident. Il choisit Debussy, y compris Clair de lune. Allongé sur un canapé, Léo ferma les yeux alors que les notes délicates remplissaient l'espace. Le docteur Lefebvre le guida, lui demandant de visualiser un couloir avec plusieurs portes. Chaque porte pourrait contenir un souvenir. Léo imagina le couloir. Une porte attira son attention. Elle était bleu clair. Il l'ouvrit. Un café, l'odeur des grains fraîchement moulus. Il était assis à une table, travaillant sur son ordinateur. Une voix féminine demandant s'il voulait plus de café. Il leva les yeux. Et l'image s'évanouit. Léo ouvrit les yeux, frustré. J'étais dans un café. Mais je n'ai pas pu voir qui c'était. C'est un progrès, l'encouragea TL. Les images viendront plus clairement avec le temps. Cette nuit-là, le rêve revint, plus vif que jamais. La femme lui tenant la main. Cette fois, il pouvait entendre des mots décousus. S'il vous plaît, laissez-moi le voir. Je l'aime. Il doit savoir. Puis une voix masculine, familière et autoritaire, mon fils a besoin de se rétablir sans distraction. Je vais devoir vous demander de partir. Léo se réveilla en panique. La voix masculine était sans équivoque celle de son père, Jean Dubois. Il avait chassé quelqu'un. Chloé. Son cœur battait à tout rompre. Un cri déchira ses pensées. Maman. Léo se précipita dans la chambre de Manon. Il la trouva assise dans son lit, des larmes striant ses joues. Manon. Dit-il doucement. Viens là. Tu es en sécurité. La fillette se jeta dans ses bras en sanglotant. J'ai rêvé que maman avait peur. Elle courait et m'appelait, mais je ne pouvais pas l'atteindre. Léo la serra maladroitement. Je veux ma maman, sanglota Manon. Je sais, répondit-il, se sentant écrasé par son impuissance. Je la retrouverai, promit-il. Nous la retrouverons ensemble. Alors qu'il berçait Manon pour la rendormir, Léo sentit le poids de sa propre inadéquation. Il ne savait pas comment être un père. Il n'avait aucun souvenir pour le guider. Tout ce qu'il avait, c'était des fragments. Une femme pleurant dans un hôpital. Son père interdisant à quelqu'un de le voir. Un test ADN. 14 mois manquants de sa vie.
Regardant le visage endormi qui ressemblait tant au sien, Léo fit un vœu silencieux. Il trouverait Chloé. Il récupérerait ses souvenirs. Il apprendrait la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Parce que pour la première fois de sa vie, quelque chose comptait plus que le travail ou les attentes de la famille Dubois. Cette petite fille méritait des réponses. 3 semaines après leur retour, un paisible dimanche matin fut interrompu par le bruit de voitures arrivant à l'entrée du manoir. De la fenêtre de son bureau, Léo vit une Bentley noire, qu'il reconnut instantanément, suivie de 2 autres berlines de luxe. Merde, gronda-t-il entre ses dents. La dernière personne qu'il voulait voir venait d'arriver sans prévenir. Jean Dubois, son père, sortit de la Bentley avec la même posture rigide que toujours. Derrière lui se trouvait la mère de Léo, Monique, toujours élégante et distante. Des autres voitures sortirent son frère aîné Stéphane avec sa femme Sandrine, et sa sœur Valérie avec son mari. Toute la famille Dubois. Monsieur Dubois, annonça le majordome à la porte du bureau. Votre famille est dans le salon. Lorsqu'il entra dans le grand salon, toute la famille était assise comme si elle était convoquée pour un conseil de guerre. Léo, commença son père sans salutation. Nous sommes venus dès que nous l'avons appris. Pourquoi ne nous as-tu pas informés de cette affaire? De ces bêtises, répondit sèchement Jean. Christine nous a parlé de la fille et de cette histoire ridicule. Léo sentit une montée de colère. Christine Leroy était son avocate personnelle, mais elle travaillait aussi pour l'entreprise familiale. Apparemment, sa loyauté était partagée. Manon n'est pas une bêtise, dit Léo en contrôlant sa voix. C'est ma fille. Le test ADN l'a confirmé. L'ADN peut être manipulé, intervint Stéphane sur le ton condescendant que Léo avait toujours détesté. La fille n'est pas sortie de nulle part, rétorqua Léo. Et Chloé ne demande rien. Elle ne s'est pas encore manifestée pour faire des demandes, souligna Jean. C'est évidemment la première étape de l'arnaque. Léo faillit rire de l'ironie. Son père s'inquiétait d'un scandale public alors que ses propres actions, 6 ans plus tôt, pourraient être bien pires. Le test ADN est concluant, insista Léo. Manon est ma fille biologique. Avant que Léo ne puisse répondre, la porte du salon s'ouvrit. Manon entra. Elle se figea à la vue de tant d'inconnus. Un silence glacial emplit la pièce. Manon, appela Léo en lui tendant la main. Viens ici. Elle traversa la pièce et se tint à côté de lui. Voici Manon, présenta Léo. Ma fille. Jean étudia l'enfant avec des yeux analytiques. Elle a le nez des Dubois, concéda T.I. à contre-cœur. Qui sont-ils? Chuchota T.L. à Léo. Ce sont mes parents et mes frères et sœurs. C'est ma famille. Jean fit un pas en avant, s'adressant à Manon. Alors, tu es la fille de Chloé Mercier. Qu'est-ce que ta mère t'a dit sur nous? Manon se recula contre Léo. Rien. Elle ne parlait que de mon papa. Léo intervint. Ça suffit. Manon, retourne jouer avec Isabelle. Je dois parler à la famille. Dès que la porte se referma, Léo se tourna vers ses proches. Laissez-moi être très clair. Manon est ma fille. Et je ne vous permettrai pas de la traiter comme une arnaque. Tu ne penses pas clairement, commença Jean. Cette femme Chloé a manifestement profité de toi. Profité d'un passé que vous avez aidé à faire disparaître, l'interrompit Léo. Intéressant comme personne n'a jugé important de me mentionner que j'avais perdu plus d'1 an de souvenirs. Monique se tortilla, mal à l'aise. Nous avons fait ce qui était le mieux pour toi, répondit Jean, impassible. Tu étais sur une voie autodestructrice, t'impliquant avec des personnes inadéquates. Des personnes inadéquates, répéta Léo amèrement. Comme Chloé. Surtout comme elle, confirma Jean. Une serveuse de café sans perspective. Nous avons fait le nécessaire. La confirmation désinvolte frappa Léo comme un coup. Ses soupçons étaient confirmés. Vous n'aviez pas le droit, dit Léo, sa voix tremblante d'une colère à peine contenue. Nous avions tout à fait le droit de protéger les intérêts de cette famille, rétorqua Jean. Et c'est exactement ce que nous faisons maintenant. Léo regarda chacun d'eux. Je ne le dirai qu'une fois. Manon est ma fille et restera avec moi. Je continuerai à chercher Chloé.
Aucun de vous n'interférera. Si vous essayez quoi que ce soit contre Manon ou Chloé, je couperai tous les liens avec cette famille. Mon argent, l'entreprise, mon poste de PDG, mon nom, prenez tout. Mais Manon reste avec moi. L'ultimatum flotta dans l'air. Jean Dubois faisait rarement face à de la résistance. Pendant toutes ces années, quand avez-vous agi dans mon véritable intérêt? Pas l'intérêt du nom Dubois, mais le mien? Le défia Léo. Manon est peut-être arrivée récemment, mais elle est plus authentique que quiconque dans cette pièce. La famille Dubois partit avec la même efficacité qu'elle était arrivée. Une fois la dernière voiture disparue, Léo se sentit comme si un poids physique avait été soulevé. Il trouva Manon dans la cuisine. Elle le regarda avec ses yeux attentifs. « Ils ne m'ont pas aimé, dit-elle simplement. Léo s'assit à côté d'elle. Ils n'aiment pas grand-chose qui échappe à leur contrôle. Mais ça n'a pas d'importance. Pourquoi? Parce que je t'aime bien, dit Léo, surpris de la facilité avec laquelle les mots venaient. Et personne ne peut changer ça. Manon sourit, lui offrant la moitié de sa tartine. Un geste simple qui signifiait plus pour Léo que n'importe quelle approbation que Jean Dubois lui ait jamais donnée. Le téléphone sonna à 3h17 du matin. On l'a trouvé. La voix de Nicolas Duval était chargée d'une excitation contenue. Chloé Mercier. On est absolument sûr cette fois. Léo s'assit dans son lit, le cœur battant à tout rompre. Où? Dans une chambre d'hôte appelée la pension du Vieux-Port, à la périphérie de Honfleur, à environ 1 heure de route d'ici. J'y vais tout de suite, dit Léo en s'habillant déjà. Réveillez Manon. Nous partons dans 20 minutes. Il trouva Isabelle déjà dans la chambre de Manon. Papa, marmonna Manon, confuse. Où on va? Léo s'agenouilla à sa hauteur. Manon, on pense qu'on a retrouvé maman. L'effet fut immédiat. Les yeux de Manon s'ouvrirent en grand. En moins d'une demi-heure, ils étaient dans la voiture. 1 heure plus tard, le ciel commençait à s'éclaircir alors qu'ils entraient à Honfleur. Nicolas attendait à une station-service. Je l'ai confirmé personnellement. Elle est toujours là. Chambre 8. La pension du Vieux-Port était un établissement simple, avec une peinture délavée. Ils s'approchèrent de la porte de la réception. Une femme plus âgée, encore en robe de chambre, répondit. Nous devons voir Chloé Mercier, dit Léo. C'est urgent. La femme fronça les sourcils. S'il vous plaît, intervint Manon. C'est ma maman. L'expression de la femme s'adoucit. Chambre 8. Au bout du couloir à gauche. La marche jusqu'à la chambre parut interminable. Quand ils s'arrêtèrent devant la porte, Léo leva la main et frappa légèrement. Silence. Il frappa de nouveau. Le bruit de pas de l'autre côté. Puis une voix que Léo ne reconnut pas consciemment mais qui lui donna immédiatement la chair de poule. Qui est là? Demanda-t-elle, prudente. Manon répondit avant que Léo ne le puisse. Maman, c'est moi. Un moment de silence absolu. Puis le bruit d'une chaîne de sécurité qu'on défait. La porte s'ouvrit d'une fente. Un œil apparut, suivi d'un halètement audible. La porte se referma brièvement avant de se rouvrir complètement. Chloé Mercier se tenait devant eux. Ses cheveux bruns étaient plus courts que sur les photos, des cernes marquaient son visage pâle. Mais ses yeux, les mêmes yeux que Léo avait vus sur les photos, étaient grands, remplis de larmes. Manon, murmura-t-elle. Maman. Manon lâcha la main de Léo et se jeta dans les bras de Chloé. Chloé serra sa fille fermement. Puis, tenant toujours Manon, elle leva les yeux pour rencontrer ceux de Léo. L'impact fut immédiat. Au moment où leurs regards se croisèrent, quelque chose éclata dans l'esprit de Léo. Pas un souvenir complet, mais un flash intense. Un rire, du café renversé sur son pantalon, des excuses, une serviette offerte. Les mêmes yeux, brillants de rire et d'embarras. Léo, dit Chloé, sa voix le ramenant au présent. Son nom sur ses lèvres sonnait étrangement familier. Chloé, répondit-il. Entrez, dit-elle. Vite. La chambre était petite et impersonnelle. Comment m'as-tu trouvé? J'ai une équipe qui te cherche depuis le jour où Manon est arrivée. Pourquoi as-tu fui?
Pourquoi m'envoyer Manon sans explication? Chloé hésita. Manon, pourquoi n'irais-tu pas avec Nicolas nous chercher du café? Dit Léo. Je parie qu'ils ont des crêpes. Après le départ de Manon, un silence tendu emplit la pièce. Tu ne te souviens pas de moi, n'est-ce pas? Demanda-t-elle finalement. Non. Pas complètement. J'ai eu un accident il y a 6 ans. J'ai perdu des souvenirs. Des souvenirs, répéta Chloé avec un rire sans joie. C'est ce que ton père m'a dit quand j'ai essayé de te rendre visite à l'hôpital Cochin. Un autre flash frappa Léo. L'hôpital. Son père au téléphone. Étaient-nous proches? Demanda Léo. Chloé le regarda longuement. Nous étions fiancés, Léo. Nous vivions ensemble depuis presque 1 an quand tu as eu l'accident. La révélation frappa Léo comme un coup. Fiancés. Pas une simple aventure. Pourquoi ma famille? Pourquoi t'ont-ils tenu à l'écart? Parce que j'étais une serveuse de café. Parce que, selon ton père, je détruisais ton avenir. D'autres flashs vinrent à Léo. Une dispute enflammée avec son père. C'est une croqueuse de diamants. Des portes qui claquent, conduire avec colère sous la pluie. La nuit de l'accident, murmura-t-il. C'était après une dispute avec mon père à ton sujet. Chloé hocha lentement la tête. Tu revenais à notre appartement quand tu as perdu le contrôle de la voiture. Les pièces commençaient à s'emboîter. Et après? Après, quand je suis allé à l'hôpital, on m'a dit que seule la famille pouvait te voir. La 3e semaine, ton père a finalement accepté de me voir. Il a dit que tu avais perdu une partie de ta mémoire, y compris toute notre relation. Qu'il valait mieux pour toi de repartir à zéro. L'as-tu cru? Non. J'ai essayé de te joindre par tous les moyens. Ta famille a créé un mur parfait autour de toi. Les fragments de mémoire de Léo formaient maintenant un puzzle sombre. Sa famille l'avait délibérément séparé de la femme qu'il aimait. Puis tu as découvert que tu étais enceinte? Chloé hocha la tête. 2 semaines après avoir renoncé à essayer de te voir. J'ai reçu la visite d'un avocat de la famille Dubois. Il m'a offert une grosse somme d'argent pour que je parte. Quand j'ai refusé, les menaces ont commencé. J'ai perdu mon travail. Mon appartement a mystérieusement pris feu. J'ai compris le message. Léo se sentit mal. Alors tu as fui. J'ai fui pour protéger notre fille, le corrigea Chloé. Pendant 6 ans, dit Léo, comprenant enfin l'ampleur de la situation. Et j'aurais continué s'il ne nous avait pas retrouvés, dit Chloé. Il y a 2 mois, j'ai remarqué que nous étions suivis. J'ai reconnu un des hommes que Jean avait envoyé il y a des années. C'est là que j'ai pris la décision la plus difficile de ma vie. Envoyer Manon à moi. Chloé hocha la tête, des larmes coulant silencieusement sur ses joues. Tu étais le seul à pouvoir la protéger. Léo sentit un mélange toxique d'émotions. La colère, la culpabilité, la frustration. Je suis tellement désolé, dit-il finalement, la voix tremblante. Ce n'était pas de ta faute, Léo. Tu n'as pas choisi d'oublier. Juste à ce moment, un autre flash de mémoire, plus clair que les autres. Chloé dans ses bras, tous deux allongés sur un canapé, du jazz doux en fond sonore. Paix, contentement, amour. Je commence à me souvenir, dit-il. Le bruit de petits pas excités dans le couloir annonça le retour de Manon. J'ai des crêpes pour tout le monde. Chloé sourit à sa fille, un vrai sourire qui illumina son visage. Puis elle se tourna vers Léo, une question silencieuse dans les yeux. Manon, dit Léo. Ta maman et toi, vous rentrez avec moi à la maison. Notre maison. Chloé le regarda, prudente, mais ne rejeta pas l'idée. Nous devons parler davantage. Il y a beaucoup de choses à régler. Mais pour la première fois en 6 ans, il y avait aussi de l'espoir. Léo réalisa qu'il ne récupérerait peut-être jamais tous ses souvenirs. Mais en regardant Manon distribuer des crêpes à lui et à Chloé, il comprit qu'il n'avait peut-être pas besoin de chaque pièce du passé. Peut-être qu'ensemble, ils pourraient en créer de nouveaux. 3 semaines après avoir retrouvé Chloé, Léo se réveilla un matin avec une certitude absolue. Ses souvenirs étaient presque entièrement restaurés. Pas seulement des flashs,
mais des séquences entières. La bague de fiançailles, l'appartement qu'il partageait, les projets qu'il faisait. Le puzzle de son esprit était enfin complet. Il était temps d'affronter sa famille. J'ai besoin de voir toute la famille aujourd'hui. D'urgence. Chez moi. 14 heures, envoya Théil à son père. Au petit déjeuner, il regarda Chloé et Manon. C'était ce qu'il aurait pu avoir pendant les 6 dernières années. Ma famille vient cet après-midi, annonça-t-il. Il est temps de tout régler. Chloé le regarda, tendue. J'ai retrouvé presque tous mes souvenirs. Je sais ce qu'ils ont fait, et je ne vais plus les laisser menacer notre famille. À 14 heures précises, les voitures de luxe se garèrent. Léo les reçut dans le salon, Chloé à ses côtés. Asseyez-vous, dit Léo. J'ai retrouvé mes souvenirs. Tous. Je me souviens comment nous nous sommes rencontrés, comment nous sommes tombés amoureux, comment nous avons décidé d'être ensemble malgré votre opposition. Des fantaisies romantiques ne changent pas les faits, grogna Jean. Vous avez utilisé mon amnésie pour réécrire ma vie, l'interrompit Léo, pour en effacer Chloé. Vous avez menacé une femme enceinte. Incendié son appartement. Monique devint pâle. Jean garda son sang-froid. Tout a été fait pour te protéger. Ce n'était pas un caprice, intervint Chloé, la voix ferme. Nous étions fiancés. Valérie regarda son père avec horreur. Tu lui as offert de l'argent pour disparaître alors qu'elle portait ton petit enfant? C'est ma fille, tonna Léo. Et vous m'avez volé 6 ans de sa vie. Jean se tourna vers Chloé. Que voulez-vous? De l'argent? Chloé s'avança. Je veux que vous restiez loin de ma fille. Je veux que vous compreniez que vous avez échoué. Vous n'avez pas pu éloigner Léo de sa vraie famille. Léo se plaça à côté de Chloé. Voici mes conditions. Chloé et Manon restent avec moi. S'il y a la moindre interférence, les conséquences seront permanentes. Tu menaces ton propre père? Je protège ma famille, répondit Léo. Si cela signifie renoncer à l'entreprise, au non, alors soit. Le choc était évident sur tous les visages. C'est ton choix, père. Accepte la réalité ou perds ton héritier. La famille Dubois partit en une procession tendue. Tu es sûr de ce que tu fais? Demanda Chloé une fois qu'ils furent seuls. Tout abandonner? Je l'ai déjà fait au moment où j'ai choisi de les affronter. Il toucha sa joue. Un choix que j'ai fait une fois auparavant, quand je t'ai donné cette bague. Chloé ne se retira pas. Nous sommes des personnes différentes maintenant. D'accord, mais certaines choses n'ont pas changé. Ce que je ressentais pour toi, ce que je ressens encore, est réel. Manon arriva en courant. Ils sont déjà partis? Oui, répondit Léo. Et ça va? Un peu, admit Léo. Mais ça n'a pas d'importance maintenant. On reste ici. Tous ensemble. Il regarda Chloé, la laissant décider. Chloé n'hésita qu'un instant. Oui, Manon. On reste ici. C'était un début. Des mois plus tard, la maison en bord de mer en Bretagne était presque terminée. Dans un élan, Léo avait acheté la propriété et surpris Chloé avec ses plans. Ce n'est pas le manoir des chênes, avait-il expliqué. C'est quelque chose de nouveau, à nous. Alors que Léo supervisait les travaux, Chloé s'approcha. Manon était au loin, construisant un château de sable avec Valérie, étonnamment le premier membre de la famille Dubois à tendre la main pour une réconciliation. J'ai trouvé quelque chose, dit Chloé en lui tendant sa main fermée. Elle laissa tomber un petit objet métallique dans la paume de Léo. La bague. La même qu'il avait choisie pour elle il y a 6 ans. Je l'ai gardée toutes ces années. Léo fixa la bague. Il se souvenait de chaque détail. Qu'est-ce que ça veut dire? Demanda-t-il. Que je suis prête à essayer à nouveau, répondit Chloé. Pas là où nous nous sommes arrêtés. Nous sommes des personnes différentes maintenant. Peut-être de meilleures personnes. Dans un geste faisant écho à une scène d'il y a des années, Léo s'agenouilla dans le sable. Chloé Mercier, voudrais-tu essayer une nouvelle vie avec moi, à nouveau? Chloé, les larmes aux yeux mais un sourire ferme, tendit sa main gauche. Oui.
Une nouvelle vie. Sans secret, sans souvenir perdu. Manon remarqua ce qui se passait et se précipita vers ses parents, se jetant dans leurs bras. Ils tombèrent tous les trois sur le sable, riant ensemble, formant un parfait petit cercle. Alors que le soleil commençait à se coucher sur l'océan, projetant une lumière dorée sur la maison qui serait leur nouveau commencement, Léo Dubois se sentit enfin complet. Plus l'héritier des Dubois, plus l'homme aux souvenirs perdus. Juste Léo, père de Manon, partenaire de Chloé, enfin en possession de ses propres souvenirs, de son propre destin. Et c'était plus que tout ce qu'il avait jamais possédé.